Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. Boschcarservice.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On parle auto. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. J'ai une bonne nouvelle. Ah bon? On a fait un point avec, vous savez que sur le digital, Sud Radio, vous êtes de plus en plus nombreux et qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont écoutées en replay. Et ben, On parle auto fait partie du top 3. Voilà, on fait partie des émissions les plus réécoutées en replay de la station, enfin de la station de la radio, et ça nous fait plaisir. Merci à vous, parce que c'est vous qui nous écoutez. Alors, on va écouter quoi d'ailleurs ce matin? On va parler d'une solution pour les jeunes, pour le permis de conduire. Exactement, ça s'appelle Un jeune, une solution. Voilà, c'est un nouveau site qui a été mis en ligne par le gouvernement qui permettra de d'arriver à regrouper toutes les aides qu'on peut avoir quand on a moins de 25 ans et qu'on veut passer son permis de conduire. Je peux vous poser une question indiscrète, l'ami Jean-Luc? Est-ce que je vais passer mon permis? Un jour, virgule, ouais, un jour, point d'interrogation. J'y songe. Vous êtes enrhumé? Je révise. J'ai un petit peu la gorge qui me gratte. Je sens que votre voix est pas tout à fait comme d'habitude. On se connaît bien maintenant, depuis presque. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On va aussi évidemment parler de l'essai de la semaine avec une voiture qu'on j'aime bien. On ira en Allemagne manger de la saucisse et boire de la bière. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on essaye la Mini Countryman, et la Mini Countryman, elle est désormais fabriquée en Allemagne et elle a été élevée avec des aliments un peu riches, donc elle a pris un peu de poids, elle aussi. Et puis elle s'est un peu élargie des hanches. Alors qu'est-ce qui reste de la Mini initiale? Parce qu'elle fait 4,40 m de long maintenant, la bestiole. Ah ouais. La première de Alec Issigonis en 59, elle faisait 3 mètres. Ah ouais, c'était un petit bout de chou. Ouais, elle faisait 3 mètres 600 kilos. Là on est à 4,40 m 1600 kilos. Oh là 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 là. Alors on va parler aussi d'un sujet moi qui me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler. Parce que les gens du milieu de l'automobile défendent cette histoire et cette idée depuis le début que je parle automobile dans mon histoire de radio. Donc ça fait plus de 12 ans. C'est arrêtons de mettre les voitures à la casse. Oui, surtout des voitures qui marchent. Eh ben oui, c'est ça. Surtout des voitures qui marchent. Des voitures qui marchent, parce qu'avec la prime à la casse, alors c'est bien de dire on renouvelle le parc, mais les gens mettent des fois au rebut des autos qui marchent parfaitement, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture. Et ça, c'est une proposition écologiste et je la trouve extrêmement bonne. On en parlera d'ailleurs avec la rapporteuse, Marie Pochon. Oui, c'est pas qu'une proposition écologiste, c'est pour ça qu'on en parlera. Oui, ça a été mais en tout cas, elle l'a pris. Exactement, mais au départ, ils étaient initiateurs, on va dire ça comme ça. Parce que moi, je vous dis, depuis 12 ans, tous les copains du milieu de l'automobile en parlent. Arrêtons avec les voitures qui marchent à la casse. Et pas que les copains du milieu de l'auto, les gens comme vous et moi, c'est-à-dire les gens qui ont du bon sens. C'est une question de bon sens. C'est ça. Allez, on va aussi se permettre de répondre à des questions pneus dans notre rubrique pneus. Ouais, et puis on parlera d'une voiture qui a fêté ses 50 ans vendredi dernier, qui s'appelle la Volkswagen Golf. Et est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle Golf? Non. Eh ben non, je vous le dirai pas. Voilà. Mais aussi, vous nous le direz quand même. Si, on vous le dira tout à l'heure. Et puis, on aura évidemment notre partenariat avec les Awards de l'automobile et on va retrouver. Ça démarre. On aura Lionel Robert, l'organisateur, avec nous. Vous l'avez compris, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. On vous fait la part belle puisque cette émission existe grâce à vous. Vous êtes très nombreux à nous écouter. Vous êtes déjà avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Bonjour à Stéphane. Stéphane qui est déjà en train de réagir. C'est le 3e co-animateur sur les sujets qu'on a proposés. Tiens, Stéphane, ça serait bien qu'il nous envoie son numéro de téléphone. Oui, parce que j'ai dit qu'on allait répondre à sa question, mais il faudrait que j'ai son numéro. On a Adil qui est avec nous. Valérie, ça y est, une femme est arrivée dès le départ. Merci mesdames. Salut Valérie. On a Sully également qui est là. Vous êtes déjà nombreux. Au 0826 300 300, vous pouvez nous appeler également jusqu'à 13h pour poser vos questions. C'est notre sympathique, belle et adorable Aude qui vous répond au standard. C'est notre ami Julien qui réalise cette émission. Et dans quelques instants, c'est Adil qu'on reçoit juste après le jingle. Sud Radio, on parle auto. Hakim, pardon. C'est Hakim. Pourquoi Adil? Adil, c'est un de nos followers sur la page Facebook de Sud Radio. Bonjour Hakim. Bonjour Hakim. Bonjour Laurence. Oh là là, on vous entend mal Hakim. Vous êtes où? Vous êtes dans un tunnel? Non.
Ah non, là, il y a un vrai problème avec votre téléphone. Alors, ce qu'on va faire, Hakim, si vous le voulez bien, c'est qu'on va essayer de vous rejoindre. Est-ce que, comment ça fait? Voilà, Aude vous reprend parce qu'on va essayer de vous rappeler parce que ça va pas être tout à fait possible concernant ce qui se passe sur le téléphone. On a Stéphane là qui est en train de nous dire qu'il va m'envoyer son numéro de téléphone à moi-même. Merci Stéphane. Concrètement, là, on va venir à parler de la problématique d'Hakim. On peut peut-être un petit peu avancer sur sa situation. Il avait une question à poser au sujet des cartes grises de collection. C'est ça? Oui, alors il a une voiture qui était à son papa. Il m'a envoyé des photos d'ailleurs de la voiture. Elle est très belle, une Mercedes, qui est une voiture de famille depuis très très longtemps, qui a pas mal de kilomètres. Je sais plus combien. Il va nous redire combien elle avait de kilomètres. Oui, il va nous expliquer un petit peu tout ça. Des diesels de l'époque où les diesels duraient longtemps, voilà. Et puis il voudrait conserver cette voiture, mais il est immatriculé encore avec l'ancien système d'immatriculation. Il voudrait la passer en carte grise de collection. D'accord. Alors, est-ce qu'on a récupéré Hakim avec une ligne qui marche? Non, on a un problème de ligne sur la... On avait ce matin, il semblerait qu'on ait des soucis de téléphone. Il y a quelque chose qui va pas sur le téléphone. Alors Hakim, bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaiera de vous avoir dans le courant de l'émission, mais on va traiter son sujet comme ça. Hakim, nous on ne vous entend pas, mais vous pouvez peut-être nous écouter. Donc il souhaiterait savoir, en passant son véhicule en carte grise collection, s'il serait obligé d'avoir la nouvelle immatriculation de type AB 123 CD par exemple, et s'il aimerait bien passer son véhicule en carte grise de collection, il souhaiterait garder tout de même son ancienne plaque d'immatriculation comme souvenir. Ça c'est pas possible, parce que à partir du moment où vous passez en carte grise de collection, déjà il faut faire une démarche soit auprès du constructeur pour avoir l'attestation de conformité du véhicule, soit auprès de la Fédération française des véhicules d'époque pour avoir une attestation qui vous permet ensuite de passer votre véhicule en carte grise de collection. On va voir après les avantages de la carte grise de collection, mais déjà si l'idée d'Hakim c'est de conserver l'ancienne plaque d'immatriculation, c'est mort. Malheureusement, ça va pas être possible. Sauf de la demander et de la mettre en tableau sur son la maison. Quoi. Oui, mais à partir du moment où, quand vous êtes avec l'ancien système d'immatriculation, quand vous redemandez une nouvelle carte grise, obligatoirement on vous met dans le SIV. Ça paraît évident. Donc il aura une plaque. Le système le nouveau système de carte grise avec c'est du AB 1, 2, 3 CD. Voilà, c'est ça. Donc alors avantage. Alors même si il va perdre cette immatriculation qu'il aimait tant, parce que c'était celle de son papa, je lui conseille quand même de passer en carte grise de collection avec cette voiture, parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'avantages à passer en carte grise de collection. Le premier, c'est un contrôle technique tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans. Donc ça beaucoup moins cher. Déjà, on n'habite plus chez le contrôleur technique, surtout quand on a plusieurs voitures de collection. Autrement, il vous fait payer un loyer et puis vous mettez un matelas dans un coin de l'atelier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en admettant que la voiture ait un accident, elle partira pas forcément à la casse, même si économiquement elle aurait été jugée irréparable en carte grise normale. Il n'y a plus de restrictions de circulation avec la carte grise de collection. Et contrairement à une idée reçue, on peut repasser de carte grise de collection en carte grise normale. Parce que la carte grise de collection vous interdit, votre véhicule devient du patrimoine. Donc vous n'avez plus le droit de travailler avec. Vous n'avez pas le droit d'aller bosser le matin avec votre voiture en carte grise de collection. Mais si vous décidez, pour une voiture, c'est pas le bon exemple, mais si vous avez une camionnette, par exemple un typage Citroën, et que vous décidez d'en faire un food truck, s'il était en carte grise de collection, vous pouvez repasser en carte grise normale. Si le véhicule a été dûment homologué en France, s'il vient de l'étranger, c'est pas possible. Donc s'il a été homologué en France, vous pouvez repasser en carte grise normale. Autre avantage de la carte grise de collection, même si les ZFE, ça semble avoir un peu du plomb dans l'aile, en tout cas, par exemple, pour la région parisienne, vous n'avez pas de limite de circulation. C'est-à-dire que vous n'avez pas de vignette critère, mais vous pouvez rouler tous les jours, n'importe quand, sauf pendant les pics de pollution. Et ça paraît évident. Que quand on a un problème de pollution, que des véhicules anciens restent au garage. Bon ben voilà, on a répondu à Hakim, donc vous l'avez compris Hakim, si vous nous entendez, puisque vous étiez avec nous au téléphone mais que c'était pas assez bon en termes de qualité, donc vous êtes sans doute en train d'écouter l'émission. Le conseil de l'ami Jean-Luc M de Paris, c'est effectivement de la passer en carte grise de collection. Mais vous aurez une nouvelle plaque, mais l'avantage, vous pourrez mettre une plaque noire. Joli, et puis garder l'ancienne plaque si vous avez envie pour la garder en souvenir. Dans quelques instants, juste après la
la pause. Nous retrouvons Patrice Bessonne, président national Mobiliance et ESR Éducation et Sécurité routière, puisqu'on va vous parler d'une solution pour faciliter l'accès des jeunes au permis de conduire. C'est à suivre sur Sud Radio. On parle auto avec vous. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr présente. Sud Radio, on parle auto. Et on va continuer de parler auto, évidemment. Dans quelques instants, on va parler de cette opération Un jeune, une solution. Mais juste avant, une question qui est arrivée sur la page Facebook suite à la question de la carte grise de collection de notre ami Hakim. Il y a Jo sur la page Facebook qui dit carte grise, si la carte grise égale patrimoine, qu'en est-il du fisc à la revente? Car normalement, on est censé être imposable sur les bénéfices d'un... On est dans un beau pays, tout bénéfice est imposable, madame. Bam, à partir bam, bam. du moment où vous vendez votre voiture et que vous faites un bénéfice, alors quand c'est une voiture d'occasion, en général, on la vend moins cher que ce qu'on l'a acheté. Mais quand c'est une voiture de collection, il arrive parfois qu'on ait gagné de l'argent. Normalement, vous devez déclarer le gain. J'aime bien alors, le normalement. Mais normalement, mais parce que ça n'arrive jamais. Parce que d'une part, le fisc, c'est pas combien vous l'avez payé, sauf si vous l'avez acheté aux enchères. Si vous l'avez acheté aux enchères et que vous la revendez aux enchères, alors là, vous êtes de... parce que en plus c'est la société d'enchères. Ça c'est bien en radio, ça on comprend bien ce que ça veut dire en radio. Ça veut dire qu'on l'a dans le baba. Quoi. Exactement, pour être poli, c'est exactement ça. Parce qu'en plus c'est la société d'enchères qui paiera à votre place les impôts. D'accord, ok. Eux ils sont obligés de le déclarer. Donc tant qu'on vend comme ça de main à la main avec quelqu'un, de gré à gré, on connaît pas, ils connaissent ni le prix d'achat de départ, ni le prix de vente. On parle de voitures de collection. Ni le prix de vente après. Donc même si vous faites un bénéfice monstrueux, ils seront pas au courant. Voilà. Mais vous devriez normalement le déclarer, payer. On fera un sujet sur ça. Oui, c'est un très bon sujet. Vous verrez qu'il y a deux moyens de payer en plus. Il y a soit un prélèvement libératoire, je crois que c'est 30% du prix, soit vous payez un pourcentage, vous payez exactement sur le gain. Bon, voilà. Tiens, voilà. Merci beaucoup l'ami Jean-Luc M de Paris. Allez, à suivre notre sujet permis de conduire pour les plus jeunes. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Et c'est l'ami Patrice Bessonne, qui est président national Mobiliance, ESR, Éducation et Sécurité routière, qui est avec nous. Bonjour Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, comme j'ai j'ai moins de 25 ans et que j'ai décidé de passer mon permis de conduire, je vais pouvoir profiter de ce nouveau... alors c'est un site internet qui a été mis en place, Un jeune, une solution. Oui, c'est-à-dire Un jeune, une solution existait déjà, mais ça a été renforcé sur les financements au permis. Donc c'est très bien pour les jeunes. Depuis le 21 mars, donc c'est récent. C'est le printemps. Alors comment ça fonctionne alors, concrètement, pour qu'on soit vraiment pratico-pratique? Alors déjà avant Patrice, je voudrais qu'on plante le décor. Ça coûte combien aujourd'hui de passer un permis de conduire? Cher. La moyenne, non, c'est pas vrai, il faut pas dire ça. Mais c'était fait exprès, Patrice. Non, chez Patrice, c'est cher, mais autrement, c'est moins. Mais c'est au moins 2200 balles. C'est pas cher parce que, je le redis à chaque fois sur votre antenne, et il faut vraiment que les auditeurs aient ça dans la tête, l'insécurité routière. Le fait qu'on se forme mal en France parce qu'on croit que c'est cher, ça coûte 100 milliards d'euros par an. Les gens qui se tuent, qui se blessent. 100 milliards. Oui, ok, enfin, Patrice. Bon, même s'ils se formaient bien, ils se tueraient quand même, on est d'accord. Mais concrètement, Patrice, ça coûte quoi? C'est quoi la moyenne d'un permis? J'ai 1234 euros. T'as 1234 en moyenne. Ouais. Non, 1800. 1800, voilà. 1800. Ok. D'accord. Non, mais attendez, Patrice, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît, monsieur Bessonne. Non, je sais bien, mais je vous taquine, vous savez bien, on se connaît. C'est juste que dans le budget d'un jeune, effectivement, 1800 ou 2000 ou 2200 quand on reprend 20 ou 30 heures de conduite, ça coûte. Ouais. Ah ouais, tiens. Mais tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Voilà. D'où les aides qu'on ne connaît pas forcément, qui permettent de passer le permis, et d'une région à l'autre, mais je vais peut-être dire d'une ville à l'autre, ça peut être différent. Donc au moins l'avantage là avec ce site internet, c'est que vous rentrez votre adresse, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça vous remonte automatiquement toutes les aides qui peuvent être disponibles. Qui sont autour de chez vous. D'accord. C'est-à-dire vous avez... la commune, si elle verse quelque chose, parfois vous avez les communes donnent 500 € pour la bourse au permis. Après, dans le même temps, vous pouvez avoir France Travail qui va dans votre département
donne une rallonge de 200 ou de 300 euros. Vous pouvez avoir le conseil départemental ou régional qui finance pareil 300 ou 400 euros. Et vous pouvez arriver quand même à une somme qui s'approche des 1800 euros. Ah oui. Donc on peut financer presque totalement son permis. Presque totalement le permis. Ouais. Maintenant, je dis à vos auditeurs, il faut y aller rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez entendu Bruno Le Maire. Il va faire des économies, Bruno Le Maire, oui. Il serait temps. Ils vont récupérer tous les fonds alloués, que ce soit aux formations ou ailleurs. Donc je pense que les communes, assez rapidement, vont arrêter de financer ça. Les conseils départementaux et de région, ils commencent à dire fini le budget pour la formation. Donc, et c'est maintenant qu'il faut y aller. L'application est là. Jean-Luc, vous avez expliqué, il suffit de rentrer son nom, son adresse, et on a les financements, il faut y aller. D'accord. Il y a des conditions à remplir quand même, ou n'importe qui? On a dit moins de 25 ans? Ah non, pas de conditions. Après, ça dépend des mairies. Par exemple, les mairies, ce qui n'est pas totalement le cas des départements ou des régions, les mairies, souvent, il faut faire un petit travail en contrepartie. Vous savez, aller travailler dans une assoce quelques heures, ou aller faire un petit peu nettoyer les jardins de la commune, etc. Un petit travail en contrepartie. Ça, c'est bien. Les communes font ça. Oui, mais c'est plutôt intelligent. Du coup, là, parce qu'il y a celui qui dit sur la page Facebook, on nous casse le moral, mais au moins on parle vrai sur Sud Radio. Et ce que vous dites, Patrice Besson, quand vous dites dépêchez-vous, c'est que c'est une réalité. Donc on ne va pas cacher la réalité. Ça marche toujours avec le droit à la formation? Le compte personnel de formation, si on travaille, bien entendu, plus que jamais. La moto a permis à beaucoup de personnes de pouvoir améliorer leur trajet de travail en passant le permis moto avec le compte personnel de formation. Et d'ailleurs, c'est la loi Houllier. Je rappelle que la loi Houllier a permis de financer avec le compte personnel de formation le permis moto, et c'est aussi grâce à elle, grâce à Houllier, que nous avons sur la plateforme maintenant toutes les formations dédiées, y compris la carte des écoles de conduite labellisées, proches de chez soi. D'accord. Et donc c'est intéressant quand même de pouvoir aller regarder la réussite qu'il y a dans l'auto-école, les avis qui sont donnés pour l'auto-école, si elle est labellisée ou si elle n'est pas labellisée. Et donc c'est intéressant de faire un choix complet. On peut récupérer les financements et choisir la meilleure auto-école près de chez soi. Eh ben cool. Eh ben génial. Merci Patrice. Et on est ravis de vous avoir eu au téléphone. Alors pour remonter, Jean-Luc et Laurence, pour remonter le moral de l'auditeur, on est en train de pousser très très fort. Et je pense qu'à un moment donné, la digue va lâcher sur le fait que les parents puissent céder leur compte ou partie de leur compte pour que les enfants puissent se former. Ça serait une bonne idée. Mais et qu'on puisse baisser pour tout le monde le coût du permis à un reste à charge qui serait de 25 à 20% et que 80% soit sûr d'être financé. Donc il ne faut pas perdre le moral, il faut continuer. Mobiliance pousse plus que jamais à ce que cette réalité soit validée. Tangible. Parce que je vous rappelle quand même que sur le compte personnel de formation, il y a 10 milliards par an et il n'y a que 2 milliards qui sont utilisés. Et non, puis en plus, voilà, ça tombe sous le sens. Parce que passer son permis de conduire pour pouvoir aller bosser, c'est quand même génial, quoi. En tout cas, moi, je trouve. Ça fait un moment qu'on en parle avec Patrice, de cette histoire. Il pousse, et c'est vraiment bien. On en reparlera. Et puis quand Patrice, il pousse un truc, ça avance en général. Au moins, voilà. Bon, merci Patrice. Même quand il pousse un coup de gueule. On vous embrasse, Patrice, très fort, et passez un très bon week-end. Comme d'habitude, vous êtes au top. Merci. Et on va pas changer maintenant. Président national Mobiliance de l'ESR Éducation Sécurité Routière. À suivre, l'essai de la semaine. L'ami Jean-Luc va prendre le volant d'une Mini. Une grosse Mini. C'était quoi déjà cette musique? Nounours. Nounours, oh là là, mon Dieu. Un temps que les moins de 40 ans. 40 ans. Si, ils ont été rediffusés sur des chaînes annexes. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.
restez avec nous. On vous attend aussi au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto. On parle auto bien sûr et on va prendre le volant dans quelques instants avec l'ami Jean-Luc qui d'ailleurs filme intégralement ses essais auto. Et pour ceux qui arrivent sur l'émission et qui ne connaissent pas le principe, vous n'hésitez pas aussi à aller sur la page YouTube où vous retrouvez tous les replays et en particulier l'essai complet de l'ami Jean-Luc sur la Mini. Oui, en plus il y a une jolie musique faite de la bière au début. Et pourquoi ? Parce on verra ça dans quelques instants. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Ouais, c'est important quand même de mettre le petit jingle qui va bien avec. Alors quel volant ? Le volant de Mini Countryman. Alors c'est la version SUV de la Mini. C'est la deuxième meilleure vente après la 3 portes. Ah ouais. Et cette nouvelle Countryman, elle est désormais fabriquée en Allemagne, pays de la saucisse et de la bière. Et pas que. Et voilà, pas que, mais de la saucisse et de la bière. Donc cette Mini Made in Deutschland, elle a pris un peu d'embonpoint. C'est pour ça que je l'avais filmée dans un port d'ailleurs. Oh, elle a changé. Oui, moi je la trouve pas belle. Ah, allez, moi j'aime pas du tout. 4 mètres 44 de long. La Mini de départ, comme j'ai dit tout à l'heure, faisait 3 mètres. Vous voyez un peu... elle a plus ses yeux ronds, plus rien. Non. Un design à l'allemande, justement. Personnellement, j'aime pas. À l'origine, même, la nouvelle génération de Mini avait les roues aux 4 coins. Maintenant, ça contribue au style dynamique de l'auto, les roues aux 4 coins. Maintenant, on a un grand porte-à-faux arrière. Alors, puis en plus, on a des phares qui sont carrés. Je trouve que c'est presque... On dirait une voiture chinoise un peu mal foutue, quoi. Ça fait crime de lèse-majesté, en fait, l'abandon des phares ronds. Bon, bref. On a quand même, grâce à ce grand porte-à-faux arrière, un grand coffre. C'est la première fois qu'on a un grand coffre sur une Mini, 450 litres sur cette version hybride. On a aussi un espace généreux à l'arrière. On peut caser confortablement 2 adultes et puis un 3e au milieu s'il n'a pas les fesses délicates parce que le siège est plus raide et vous verrez qu'il n'y a pas que le siège qui est raide. Bon, si la ligne peut diviser, c'est surtout l'intérieur qui fait débat. Franchement, ça tacle. Disons-le, pour faire des économies, le constructeur a épuré totalement la planche de bord et dans ce grand ménage, hélas, la qualité des matériaux régresse. Je crois que c'est ça le pire. Le textile qui habille la planche de bord, on va le voir, le textile qui habille la planche de bord, c'est du polyester recyclé et ça fait trop recyclé, quoi. En plus, on a des plastiques durs. C'est vraiment indigne d'un véhicule à ce tarif. Parce que là, on est sur le modèle que vous voyez à l'image, on est à plus de 50 000 € quand même. Quoi ? Voilà. Alors les petits basculeurs aussi que j'aimais tant ont disparu. On n'a plus de bloc compteur. Tout est centralisé sur un grand écran central de 24 cm de diamètre. C'est du OLED, donc c'est plutôt une belle qualité d'écran. Mais malheureusement, des fois c'est pas pratique. Par exemple, si vous n'avez pas l'option affichage tête haute, il faut tourner la tête pour regarder la vitesse sur l'écran central. D'ailleurs, avec certaines options, on peut modifier les ambiances de l'affichage. Par exemple, on peut mettre un compteur de style rétro que je trouve plutôt sympatoche. Du cuir synthétique pour les sièges, mais il est doux au toucher, plutôt confortable. Attention, c'est une option. Ici, presque tout est en option. On a des packs d'options. Le moteur est en option aussi ? Non, ça vous l'avez en série. Bon, l'avantage du format à l'allemande, c'est qu'on n'a plus besoin de se glisser dans la voiture. On est en position surélevée avec une grosse voiture entre les mains, comme tous les autres SUV. Plus rien à voir avec l'esprit Mini, sauf peut-être en termes de confort. Alors, c'est pas tape-cul, mais c'est ferme en matière de suspension. Bon, jusque-là, j'ai été très critique. En revanche, quand on roule, j'ai été agréablement surpris par la douceur de la conduite de la voiture. Notre modèle, il est équipé du 3 cylindres 1,5 litre essence qui est associé à un petit moteur électrique en 48 volts qui est logé dans la boîte de vitesse robotisée à 7 rapports. Et ce petit moteur, il répond toujours présent, quelle que soit la vitesse, lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélérateur. Il est souple, il sait se montrer tonique
dans les accélérations avec ses 170 chevaux. On passe de 0 à 100 en 8 secondes 3. Le couple combiné des deux moteurs, c'est 280 Nm, donc on a d'excellentes relances. Et puis malgré les 1620 kg, parce que c'est lourd quand même, le châssis est irréprochable. C'est plus un karting comme les Mini qu'on a connus il y a quelques années, mais c'est sécurisant et plaisant à conduire. Autre bonne surprise, c'est une voiture très silencieuse, 65,4 décibels à 110 km/h. C'est équivalent à un modèle électrique de la même catégorie. Donc c'est vraiment silencieux. Et puis enfin, dernière bonne nouvelle, cette mécanique très réussie et également très sobre, 6,5 litres pendant notre essai avec de l'autoroute. Bon, alors au final, cette Mini, elle est moins sexy que la Mini d'avant. La Mini d'avant, elle était sexy, et comme elle était sexy, on lui pardonnait plein de trucs. Bon, celle-là, elle est pas sexy. Okay. On n'a pas trop envie de monter dedans, on se dit machin. Mais par contre, quand on apprend à la connaître, on commence à l'apprécier. D'accord. En fait, c'est comme une pantoufle, faut mettre les pieds dedans, et là on se dit, c'est plutôt sympa. Le seul truc qui va coincer, c'est le tarif. Là, sur cette version hybride léger, on démarre à 40 000 €. Mais dès que vous mettez quelques packs d'options, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon modèle d'essai dépassait les 50 000 €. Non, mais c'est pas possible. Voilà, une Mini à plus de 50 000. Alors, ça n'a plus rien, vous allez me dire, c'est plus une Mini. Non, mais sérieux, pourquoi ils n'ont pas gardé le design? Enfin, c'était une vraie signature, le design de la Mini. Ça, je suis d'accord. Je comprends pas. Ça, je suis d'accord. C'est vraiment les deux points qui coincent. C'est le design extérieur. Vous me direz, c'est une affaire de goût. Mais moi, je trouve pas ça. Voilà. Je trouve que c'est plutôt moins bien qu'avant. Sur Facebook, ça réagit. Hein. Ouais, et l'intérieur, franchement, là par contre, c'est indigne. Non, le rapport femme-machine, pour pas dire homme-machine, toujours les mecs, il n'y a pas que vous, mais le rapport femme-machine, il est pas top, quoi. Enfin, j'aime pas. Et alors, on nous dit c'est une Ninja. Voilà, c'est une mini Ninja. Il y a pas mal. On dirait un mini Ford Explorer électrique. Voilà, c'est bof. Bon, après chacun ses goûts, comme vous dites. À conduire, c'est super sympa. Ouais, enfin, 55 000 €. Moi, je trouve des choses qui sont agréables à conduire et qui sont belles. Manger une saucisse et une bière, c'est sympa. Voilà, mais il faut les manger parce qu'à regarder, c'est pas terrible. Je comprends pas parce que c'est le même groupe que BMW. C'est BMW Mini. Ils font des belles bagnoles. Je vois pas pourquoi ils nous ont pondu ça. Mais bon, après, ça les regarde. Les BM en ce moment. Oui, elles sont plus classiques aussi. En termes de design. Oui, mais enfin, elles sont moins moches que celle-là. Bon, ok, c'est une histoire de goût. Bon, allez, je me tais. Parce qu'après, on va me dire, Laurence, de quoi vous vous mêlez. Bon, allez, à tout de suite. Merci beaucoup. Donc, on rappelle que l'on retrouve sur la page YouTube de Sud Radio. Vous, n'hésitez pas à en profiter. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Avant midi et le retour de l'info, nous allons accueillir Christophe qui vient nous parler des moteurs diesel modernes qui ont des problèmes de fiabilité au 0826 300 300. C'est un témoignage. Mais tout de suite, on va accueillir... c'est une question. Oui, c'est une question, mais témoignage. Dit, les camions tombent pas en panne. Oui, mais pourquoi est-ce que les voitures diesel tombent en panne? Oui, mais c'est une question, témoignage, question. Parce que vous voyez, vous venez de le dire. Pourquoi est-ce que les voitures tombent pas en panne? Non, pourquoi est-ce que les camions tombent en panne? Donc c'est une question. Oui. Voilà. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Comment il s'appelle le couple? Comment il s'appelle le couple qui nous fait rire? C'est pas les Vampes, c'est qui? Il y a un couple de comiques qui, on dirait nous ce matin. Bon, pardon. Bon, alors on va plus mettre les vieilles autos à la casse, mais par contre, il se pourrait qu'on mette certaines animatrices à la casse. Marie Pochon, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée ELV de la Drôme. Vous rapportez un texte d'ailleurs plutôt intelligent sur les vieilles autos. Voté au Parlement le 27. Là, enfin, c'est du bon sens. Mais oui. Et d'ailleurs, ça a été voté par tout le monde, je crois. Alors c'est un texte qui a été adopté à l'unanimité à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale et c'est effectivement assez exceptionnel. Alors parlons du texte en détail pour tous ceux qui nous écoutent. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte et après on tentera de se demander pourquoi ça n'arrive que maintenant. Oui, parce que ça fait longtemps qu'on en parle quand même. Tout à fait. Alors ce texte a été promulgué hier justement par le président de la République, donc effectivement il va pouvoir rentrer en application incessamment sous peu. Il permet en fait la mise à disposition de véhicules qui issus de la prime à la conversion pour des garages solidaires qui permettent à des publics précaires, notamment dans les territoires ruraux, d'avoir accès à des véhicules critères 3 ou plus, c'est-à-dire de meilleure qualité que ceux qu'ils avaient à disposition jusqu'à présent, pour une période limitée avant d'être renvoyés à la casse. Oui. Donc ça permet finalement de prolonger la durée de vie de véhicules qui sont encore en état de fonctionner, notamment pour les publics précaires qui n'y ont pas accès malheureusement encore dans notre pays. Et finalement, ça répond à un enjeu à la fois écologique,
et à la fois sociale pour permettre la mobilité pour toutes et tous. Bah bravo, une super idée. Ça c'est vrai que et pour une fois que c'est Écologie Les Verts. Et pourquoi ça n'arrive que maintenant? C'est la question qu'on pourrait se poser parce que des primes. Alors maintenant ça s'appelle prime à la conversion, mais des primes à la casse, ça fait quand même ça va faire 30 ans qu'il y en a régulièrement, et ça fait 30 ans que régulièrement on met à la benne des voitures qui pourraient encore fonctionner et qui sont pas forcément plus polluantes que des véhicules plus récents. Tout à fait. On estime à peu près 59% les véhicules qui sont envoyés à la casse dans le cadre de la prime à la conversion, qui sont critères 3 ou plus. Donc c'est une manne énorme, et en vérité, face à ça, on a des garages solidaires qui peinent à trouver des véhicules à mettre à disposition des personnes précaires. Donc là, c'est vraiment une loi qui permet de répondre à un problème très concret, de manière assez simple. C'est du bon sens, effectivement, écologique et social. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant, je ne sais pas. C'est vraiment une idée de Joël Labbé qui lui a été donnée par son garagiste, Madame justement, Pochon, qui s'alarmait de l'envoi de véhicules en bon état de fonctionnement à la casse. Madame Pochon, députée Écologie Les Verts, juste, je me permets de ne pas être complètement d'accord avec vous, c'est que cette idée est défendue par les professionnels de l'automobile depuis plus de 10 ans, je peux même vous donner les noms, et par beaucoup de nos auditeurs sur Sud Radio qui à chaque fois dans nos émissions disent mais pourquoi vous voyez, donc c'est pas une idée qui est nouvelle en fait. Non, mais c'est bien. Par contre c'est une très bonne idée de enfin de la prendre. Non, mais elle n'avait jamais été reprise au Sénat ou à l'Assemblée, et moi je remercie quand même mon collègue sénateur écologiste d'avoir porté cette idée, de l'avoir défendue jusqu'au bout, ce qui a permis effectivement une victoire qui ne fera pas la une des grands médias, mais vous pouvez compter sur nous. Tout de même. Vous pouvez compter sur nous. Alors, concrètement, pour ceux qui nous écoutent, qui ont des petits moyens, ça va se passer comment? Ils vont pouvoir récupérer des voitures qu'ils vont louer? Comment ça va se passer? Alors, moi, je change mon véhicule, je mets un ancien véhicule au rebut, donc il est plus mis à la casse, il part dans un garage. Alors là, ça va être, vous parliez des garages solitaires, mais c'est pas la seule filière qu'il y aura. Solidaire. Solidaire, oui. Alors le véhicule va être propriété des autorités organisatrices des mobilités. D'accord. Vous savez que l'État a délégué la compétence mobilité soit aux régions, soit aux communautés de communes, donc ça dépend un petit peu des endroits. Et cette autorité organisatrice des mobilités propriétaire du véhicule va pouvoir la mettre à disposition des garages solidaires ou des organisations, des associations par exemple qui œuvrent à la mobilité solidaire sur les territoires. Et celles-ci vont pouvoir mettre en location seulement sur une durée limitée. Ça va dépendre du décret d'application sur la durée exacte, mais on estime entre 1 et 3 ans la possibilité de location longue durée pour des publics précaires par les garages solidaires. Et tout n'est pas cadré encore aujourd'hui, ça va dépendre du décret d'application sur les organismes qui seront habilités à pouvoir louer ces véhicules, mais ça va dépendre de conventions qui seront signées à l'échelle locale. Nous, en tant qu'écologistes, on a une approche plutôt fédéraliste et plutôt de subsidiarité des politiques publiques, donc on permet aux territoires de s'organiser selon les besoins par territoire. D'accord. Est-ce qu'il y a un objectif de tarif pour les locations? Vous allez me dire ça va dépendre du véhicule, mais c'est quoi quand même? Ça va surtout dépendre des politiques qui sont, des conventions qui sont celles des garages solidaires. Aujourd'hui, on a plus de 120 garages solidaires partout sur le territoire. Malheureusement, comme vous le voyez, 120, ça fait pas assez pour couvrir l'ensemble du territoire national. Donc on espère que cette loi va permettre d'accélérer le fait d'essaimer le nombre de garages solidaires un petit peu partout pour répondre aux problématiques de mobilité. Mais effectivement, la liste des bénéficiaires, les critères pour pouvoir bénéficier d'une location solidaire va dépendre des garages. Ils travaillent déjà avec des publics précaires et ils vont continuer à le faire dans ce sens. Ouais, on peut imaginer quoi, moins de 50 € par mois pour une voiture Oui, c'est des locations extrêmement... C'est à 1 € par jour à peu près. D'accord. Non, c'est une très, très bonne idée. Ça va dépendre des garages solidaires et ça dépend des territoires. Alors après, il y a eu pas mal déjà de choses qui sont faites. Nous, on a beaucoup travaillé avec Roule, il y a 13,3 millions de Français qui seraient en situation de précarité de mobilité aujourd'hui. Ils ont donné votrevoiture.org. Donc, quand on a une vieille voiture, on peut la donner à Solidar Auto et la remettre en état pour aider des populations précaires. Voilà, ce sont des choses qui se font également. Non, mais là, ça va être organisé au niveau national. Et puis c'est ça, c'est-à-dire que ça va étatiser et du coup, ce sera très bien. Mais c'est très bien d'aller au bout des choses, en fait. Et félicitations
félicitations. Oui, ça donne un outil supplémentaire. Ouais. En vérité, ces AOM, ces autorités organisatrices de mobilité, ont la compétence mobilité solidarité pour lutter contre la précarité en matière de mobilité. Et c'est 13 millions de personnes, effectivement, qui rencontrent des difficultés pour pouvoir bouger et avoir accès au droit à la mobilité, tout simplement. Ouais. Ça va donner un outil supplémentaire à toutes ces initiatives qui naissent déjà sur les territoires pour pouvoir développer cette compétence-là. Oui, c'est ça. Il y a les Autos du Cœur qui existent déjà depuis très longtemps. Roule, vous connaissez Roule aussi, qui fait ça depuis très très longtemps. Donc c'est bien que ce soit enfin mis en loi et voté. Bah, merci beaucoup, c'est cool. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci beaucoup. Marie Pochon, députée Écologie Les Verts de la Drôme et rapporteuse du fameux texte qui, on va croiser les doigts, va passer, va être voté. Ça y est, c'est fait depuis. On va attendre le décret d'application. C'est le décret qu'on attend maintenant. Très bien. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va poser la question et les témoignages de Christophe qui doit poser une question sur les moteurs diesel entre les voitures et les camions. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous savez que pour nous contacter, pour poser vos questions, 0826 300 300 en direct ou je participe @sudradio.fr. Vous nous mettez un mail avec toutes vos coordonnées, évidemment, de votre mail, et on parle auto dans l'objet du mail. On accueille tout de suite Christophe pour une question, témoignage, réponse. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, merci d'avoir sélectionné ma question. Alors, on vous écoute. En fait, je m'interrogeais sur la fiabilité des diesels. Nous savons tous que les diesels modernes ont des gros soucis de fiabilité au niveau du filtre à particules et de la déblue, alors que ce n'est pas le cas pour les poids lourds qui font des centaines de milliers de kilomètres sans panne avec la même technologie. Donc pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas cette fiabilité sur les voitures diesel et les utilitaires ? Qu'est-ce qui vous fait dire que les camions sont plus fiables ? C'est vrai que je n'ai pas d'expérience dans le poids lourd, c'est une idée préconçue. Voilà, parce que moi je suis passé voir un de mes amis qui est réparateur de camions. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, dis donc, ils tombent en panne les camions avec des systèmes SCR et des filtres à particules, et il était mort de rire, il m'a dit, ouais, t'imagines même pas, ils sont tous en panne. Et c'est l'usage qui crée la panne. Alors les camions qui font des grands trajets sur autoroute ne tombent pas en panne. Les camions qui font ce qu'on appelle du commuting en bon français, qui font du quartier ou du... Exactement. Typiquement, lui répare des camions poubelles. Il me dit, les camions poubelles, on les voit tous les mois, ils sont en panne en permanence. C'est toujours le même système. Quand on fait de l'autoroute, on désencrasse. Quand on n'en fait pas... Alors, c'est même pas désencrassé. Là, alors... Sur le filtre à particules, effectivement, si on fait pas de longs trajets, le filtre à particules, petit à petit, il se bouche, et il y a un moment, il faut le régénérer. Donc, il faut aller à l'atelier pour le régénérer. Voilà. Mais ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, c'est le système AdBlue. C'est quoi ? C'est pour éliminer les NOx. C'est ce qu'on appelle un catalyseur SCR. Le problème, c'est que le liquide lui-même, l'AdBlue, se cristallise. Alors, il se cristallise en dessous de 11 degrés. Bon, c'est quand même assez rare en France. Ou au-dessus de 30 degrés quand on le stocke, ou quand la température d'échappement n'est pas suffisante. Alors, pour que la réaction se fasse d'élimination des NOx, il faut être à 200 degrés. Mais pour éviter la cristallisation de l'AdBlue, il faut être à 260 degrés. Un camion qui circule en ville et qui fait que des petits trajets, il atteint jamais cette température-là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des petits cristaux qui se forment dans l'AdBlue, et ces cristaux, ils vont provoquer des pannes en cascade. Ça va provoquer le blocage des injecteurs. Enfin bon, bref. Donc, dire que les camions sont plus fiables que les voitures, non. À partir du moment où ils font de la ville, ils sont pas plus fiables que les voitures. Sauf que la plupart des gros camions font des longs trajets et ils sont moins sujets à ce type de panne. En fait, on en revient au truc de départ. Un diesel, c'est pas fait pour faire de la ville. Voilà. C'est pas fait pour faire de la ville. Plus ils sont dépollués, moins ils sont faits pour faire de la ville. Et c'est la même chose pour les camions. Donc les camions tombent en panne pareil. D'ailleurs, amis routiers, vous pouvez nous écrire aussi. Vous nous racontez vos histoires de vie de camions et de moteurs. Ou vous appelez tout de suite Aude au 0826 300 300. Donc je lui ai posé, tant que j'y étais, j'ai dit, mais alors bon, et les camions au gaz ? Il m'a dit, c'est encore pire. Et je dis, les camions électriques ? Il m'a dit, ça tombe pareil en panne. Voilà.
D'accord. Donc il n'y a pas de solution. Pour le moment, il n'y a pas de solution. Bon. Si la solution, c'est de tout démonter, mais c'est totalement illégal et ça polluerait. Même lui, il me dit, bon, quand on a des camions qui viennent avec les filtres à particules qui sont bouchés, qu'on fait une régénération, il m'a dit, t'imagines pas le nuage de fumée que ça fait. Il dit, en fait, tout ce qu'on n'a pas pollué sur la route, on le pollue au moment où on fait la régénération en atelier. Donc, j'espère qu'ils ont des masques à gaz et tout, les gars, quand même. Ah oui, mais la durée de vie, c'est moins de 6 mois d'un mécanicien qui fait ça. Non, je plaisante. Je plaisante. Donc c'est une idée reçue de penser que les camions, avec la même techno de dépollution, sont plus fiables que les voitures. C'est pas plus fiable. Voilà. Sauf qu'on en entend moins parler, quoi. Mais ils ont un usage. Et c'est vrai qu'un camion, un gros camion, c'est plus fait pour faire des grands parcours. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour cette précision. De rien. Merci d'avoir posé la question. Oui, c'était bien parce que même moi, je me doutais qu'il y avait un truc comme ça. Je vois pas pourquoi une technologie, elle marcherait mieux dans un camion alors que c'est la même que dans une voiture. Mais je me suis dit, je vais quand même passer voir mon copain. Et ça l'a beaucoup fait rire. Il doit m'écouter, il doit être mort de rire là. Et Stéphane qui dit pourquoi le produit n'a même pas un additif intégré dès le départ. Alors on peut rajouter, on en a déjà parlé, on peut rajouter un additif qui empêche la cristallisation. D'ailleurs cet additif il est fabriqué par le fabricant de l'AdBlue. Donc on pourrait se dire pourquoi il le met pas directement dedans. Non, parce que parce qu'il fait de l'argent. Ouais. Ça s'appelle faire du commerce. Alors déjà l'AdBlue bon. Enfin, pas du bon commerce, mais. Déjà l'AdBlue, je vous la fais courte, c'est du pipi avec de l'eau, quoi. Ne mettez pas du pipi avec. C'est de l'urée avec de l'eau, c'est vendu très cher. Vendu très cher et ça coûte que dalle à fabriquer. Il y a déjà ça. Et en plus, le fabricant d'AdBlue, il va se refaire des en or en vendant l'additif pour éviter qu'on tombe en panne. Mais c'est plus lourd après pour marcher. Hein. C'est plus lourd. Il y a Stéphane qui nous. Pardon. Excusez-moi. Christophe, il y a Sullivan qui nous dit c'est la voiture à des blues. La voiture a du blues. Du blues. Du blues. C'est joli. Elle a du blues, c'est vrai. Bon, voilà. merci beaucoup d'avoir posé la question, Christophe. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end. Vous êtes où, vous? En Bourgogne. Oh, vous y êtes bien. Dans quel coin? Il y a des mots qu'il faut pas prononcer avec Laurence. Si, aujourd'hui, ça me fait du bien. Si, aujourd'hui, ça fait du bien au moral. Je vous embrasse fort. Passez un très, très bon week-end. Merci. Au revoir. Merci, bon week-end à vous. Au revoir. Merci. Allez, à suivre dans notre rendez-vous On parle auto, nous allons parler pneus. Une question va être posée, une réponse va être donnée évidemment. 2 questions d'auditeurs. 2 questions et 2 questions de pneus. Et on a Dominique Stempfel qui sera là. Oui, c'est vrai qu'on a toujours plein de questions de pneus parce qu'on est quand même la seule émission qui a une chronique pneus. Complètement. Et on laisse pas de traces. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avec un très beau programme, l'ami Jean-Luc. Avant 13h, on va fêter un anniversaire. Joyeux anniversaire, 50 ans. 50 ans de la Volkswagen Golf. Waouh. 37 millions d'exemplaires. Vous en avez eu une, vous? Non, j'ai pas eu de Golf, mais j'ai rêvé évidemment de la Golf GTI quand j'étais jeune. Gamin, quoi. Oui, plus jeune en tout cas. On va parler des Awards de l'automobile, car si la Golf a été un grand succès, les Awards permettent de mettre en avant aussi les voitures de l'année, entre autres. 7e édition des Awards, lancée officiellement cette semaine. L'année dernière, il y avait 53 marques présentes. On pense que ça devrait être mieux. Donc il y aura, après les Jeux Olympiques, il y aura donc les médailles des Awards. Très bien. Et Sud Radio est partenaire, évidemment. Et puis nous allons prendre le temps aussi de parler de classic cars, ça on en parlait de la Golf, mais aussi évidemment de pneus, et je vous propose de le faire dès maintenant. Et vous avez une question à nous poser comme notre ami Pascal que nous allons accueillir dans quelques instants. 0826 300 300, vous nous appelez, n'hésitez pas, il y a la jolie et sympathique Aude qui vous attend au standard de Sud Radio. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Alors on va accueillir Pascal et nous avons Dominique également qui est là. Mais alors on va d'abord accueillir l'auditeur, c'est Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Ah, Pascal. Ça y est, on l'a plus. On n'a plus Pascal. C'était le week-end dernier. Il est là, je le vois qu'il est là sur l'écran. C'était le week-end dernier, le week-end Pascal. Bon, alors on va dire bonjour à Dominique S de Paris. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour Laurent. Ah, bah là, ça marche. On a des soucis de téléphone aujourd'hui. Ouais, je sais pas ce qui se passe. À mon avis, c'est les cristaux d'AdBlue qui bloquent la ligne. J'ai dit une bêtise, j'ai dit Dominique S de Paris, c'est pas vrai, c'est Dominique S du Sud. Oui. Mais c'est Dominique S qui est président du syndicat du pneu. Ça va, Dominique ? Ça va très très bien. Ah, vous nous entendez bien. Bon. Est-ce qu'on a retrouvé Pascal ? On a retrouvé Pascal ou pas ? Oui, je suis là. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Pascal. Vous étiez caché. Bonjour Pascal, ça va bien ? Ça va très bien par le soleil de la Haute-Savoie. Ah, vous êtes en Haute-Savoie, vous ? Oui. Parce que nous, sur la partie nord, là, même si on s'appelle Sud, c'est grisouille. Hein, c'est gris. Alors, Pascal, on vous écoute et après on donnera la parole à notre ami Dominique. Vous allez comprendre pourquoi sur cette chronique des pneus, on a un auditeur, une question et une réponse d'un spécialiste. Alors, sur les pneus hiver, il y a une flèche indiquant le sens de rotation pour obtenir une meilleure adhérence. Oui. Donc, sur les roues motrices, donc il faut respecter ce sens de la flèche. Mais sur les roues non motrices, c'est-à-dire juste avec le freinage, donc faut-il monter ces roues en sens inverse de cette flèche pour obtenir une meilleure adhérence au freinage? J'ai rien compris, moi. Alors, je suis très truffe. Expliquez-moi pour avoir la meilleure adhérence, il y a une flèche. Le pneu doit être utilisé dans le bon sens. Donc, sur les roues motrices, on le met dans le bon sens. Sur les roues arrière, vu que c'est en décélération qu'on a besoin de plus on va dire de traction, mais c'est d'adhérence, est-ce qu'il ne faut pas monter le pneu dans l'autre sens? C'est pas illogique. Hein. Simplement une raison, c'est que moi, je les monte dans cette logique-là. Et j'ai failli me faire retoquer au contrôle technique parce que justement la flèche n'était pas dans le bon sens. Et alors on a eu une grande discussion avec le contrôleur. Dominique. Voilà. Alors là, voilà le jugement de Dieu. Alors Dominique, vous en pensez quoi, Dominique Stenfeld? J'en pense qu'il faut surtout pas faire ça. En fait, les pneumatiques ont été développés par les manufacturiers pour tourner dans le sens indiqué par la flèche. Et quand on parle de développement, on parle effectivement d'adhérence, mais on parle également de contrôle de l'usure. C'est-à-dire que si on fait tourner un pneu dans le mauvais sens, on va avoir des usures bizarres et donc des usures plus rapides, mais également une génération de bruit, puisqu'en fait le pneumatique a été développé pour tourner dans un sens. Voilà, pour tourner dans un sens, éviter de faire du bruit du moment où il a été monté neuf au moment où il est démonté. D'accord. Donc, alors, est-ce que, parce que quand on a préparé l'émission, Dominique, vous m'avez dit, historiquement, il y a eu effectivement à un moment un manufacturier qui a dit oui, mais c'était il y a longtemps. Oui, il y a une vingtaine d'années, c'est Michelin qui avait lancé un pneumatique avec des lamelles qui étaient obliques. Et effectivement, pour gagner en freinage, on pouvait monter les pneumatiques à l'envers, à l'arrière, mais ça n'était pas des pneus directionnels. D'accord. Il n'y avait pas de flèche sur le flanc. Donc, et en fait, on a vite arrêté cette expérience parce qu'il y avait là aussi des phénomènes d'usure anormaux, des phénomènes de bruit qui arrivaient. Mais aujourd'hui, sur les pneumatiques modernes, s'il y a une flèche, c'est que le pneumatique a été développé pour tourner dans ce sens. Donc, Pascal, vous mettez les pneus, les 4, dans le sens de rotation qui est prévu par le constructeur, et ça vous évitera une longue discussion avec le contrôleur technique qui avait raison. Et ben voilà, Pascal. Alors, ceci dit, le contrôleur technique, il a bien fait de le signaler à Pascal. Maintenant, un pneu monté à l'envers, ça n'est en aucun cas une contre-visite. De contre-visite. En tout cas, c'est bien parce que moi, ça m'a permis d'apprendre quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous, en tout cas, pour votre belle émission. Merci beaucoup. Alors, Dominique, on vous garde parce qu'on a eu une question par mail de Jean-Baptiste qui dit, voilà, je viens d'acheter un transporteur T5 de 2015 version édition, une série avec des jantes de 18 pouces. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de roue de secours, juste une bombe anti-crevaison avec un mini compresseur. Il y a l'emplacement de la roue de secours, mais pas le panier. Je pourrais acheter un panier, mais au vu de la dimension des pneus, la roue ne rentrerait pas dans celui-ci. Alors, c'est important de donner la dimension des pneus, c'est 255 45 par 18. Très bien. Sur l'étiquette du constructeur, il est possible de passer sur une monte plus petite, soit du 17 pouces, qui, je pense, pourrait rentrer dans le panier au vu de mes recherches.
On donne la dimension ? Ouais, 235 55 17. Ça, c'est de l'équipe. Ma question, est-il possible de rouler occasionnellement en cas de crevaison avec une roue de 17 alors que les 3 autres sont en 18 ? Oui, ça marche pour tout le monde, parce que là, l'exemple, c'est sur un transporteur, donc sur un véhicule déjà assez imposant, un transporteur Volkswagen, mais sur une voiture classique. Est-ce que je peux avoir des roues en 15 pouces ou en 16 pouces et puis une roue de secours en 15 ? Ce qui compte, vous allez me dire, c'est le diamètre total de la roue. Président du syndicat du pneu. Alors, c'est absolument ça, Jean-Luc. La première chose à faire, c'est à vérifier le diamètre extérieur de la roue, et il doit être strictement identique à la roue qui est montée sur le véhicule. On a droit à quoi ? 2%, 3%? Non, en fait, même plus. Aujourd'hui, on a un tableau d'équivalence dimensionnelle qui est édité par le TNPF. D'accord. Et en fait, c'est le TNPF qui édicte l'équivalence dimensionnelle. Là, cette fois-ci, qui fait foi au passage au contrôle technique, d'ailleurs. D'accord. Okay. D'accord. Donc, on peut rouler avec une roue dont la jante a une taille différente, mais à condition que le couple pneu plus jante ait le même diamètre. Absolument. Alors, le tableau d'équivalence du TNPF, il est accessible à tout le monde sur le site tnpf.fr. Ça veut dire quoi, TNPF ? Tableau d'équivalence. C'est Travaux de normalisation des pneumatiques français, donc qui est une association de l'ensemble des grands manufacturiers qui œuvrent sur le territoire. Bon, là en l'occurrence, donc le diamètre du pneu sera le même. Donc si c'est la place en largeur qui manque, ça change rien d'avoir un pneu différent. Par contre, on peut avoir un pneu qui est beaucoup moins large pour la roue de secours. Alors, on a 2 solutions à proposer. La première, c'est la roue galette, la roue temporaire, dont on a parlé. Très prisée en Bretagne, la roue galette. Absolument, absolument. Et donc là, la dimension, parce que dans le cadre de l'équivalence dimensionnelle dont on vient parler, c'est 145/80 par 18. D'accord. Et ça se trouve sur le net. L'avantage en fait des kits roue de secours temporaire, c'est que ça comprend la clé pour le démontage et le cric pour pouvoir faire l'opération de remplacement. Oui, parce que si on n'a pas de cric, on a beau avoir une roue de secours, ça sert pas à grand chose. Le grand cric me croque. Et l'autre solution, c'est de se fabriquer une roue de secours temporaire. Ça serait pas une galette. Dans le cadre de l'équivalence dimensionnelle, donc elle est effectivement indiquée par le constructeur sur le carnet de bord du véhicule. C'est justement un 235 55 17. Mais dans ce cas-là, la réglementation, c'est un règlement qui s'appelle 64. La réglementation considère qu'il s'agit d'une roue de secours temporaire. C'est-à-dire que ça ne peut être utilisé que sur une distance courte, à une vitesse raisonnable. Et dans le principe, la roue doit être peinte dans une couleur différente. Ah oui, c'est obligatoire ça. Oui, absolument. Bon. Dès le moment où on utilise une roue de secours de taille différente des pneumatiques ou des roues montées sur le véhicule, il faut effectivement avoir une couleur différente qui rappelle que c'est pas une roue de secours à usage permanent. D'accord, super. Si la galette n'est pas de la bonne couleur, vous prenez une tarte. Voilà. Et puis, pour être dans le même humour que vous, l'ami Jean-Luc, on a Stéphane qui dit par rapport aux vos galettes, c'est comme les roues, c'est rond, comme les Bretons. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Voilà. Bon, je vois qu'on est très entourés là. On est vraiment désolé. Mais... C'est pas grave, je vois que Laurence est en pleine forme. Ah non, c'est surtout l'ami Jean-Luc là. Moi, je ne fais que suivre aujourd'hui. Mais j'apprécie. Bon. Je vous embrasse. Merci Dominique. À bientôt. Salut Dom. Au revoir. Au revoir. Allez, dans quelques instants, ça va être un rendez-vous un peu classique car qui va être magnifique. Évidemment, on va fêter un anniversaire et puis il y a plein de gens, des auditeurs qui veulent réagir aussi sur cet anniversaire. On n'en dit pas plus pour l'instant. C'est juste une histoire de voiture, évidemment. On parle auto avec vous sur Sud Radio jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et avant la fin de notre émission, on parlera de la 7e édition des Awards de l'automobile, puisque nous sommes partenaires. Un rendez-vous qui permet de mettre en avant des autos. Et il en est une dont l'ami Jean-Luc est impatient de nous parler avec nos deux invités. C'est Eric que l'on accueille. Bonjour Eric. Bonjour Eric.
Merci d'être avec nous. Et nous avons Philippe Andian, qui est attaché de presse technique et service, responsable du parc presse Volkswagen, qui est avec nous aussi. Et surtout grand spécialiste de la Golf. Ah, on y vient. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurence, merci. On va commencer par un truc, Philippe, que j'ai appris cette semaine grâce à vous. J'ai honte parce que normalement je suis un spécialiste de l'auto, mais le nom de Golf, il n'a pas de rapport du tout avec ce jeu avec des trous. Eh ben non, oui, c'est vrai que j'ai vu ta tête quand on en a parlé l'autre jour. Et non, pas du tout. C'est vrai que le mot golf, en fait, vient plutôt d'un courant, on va dire marin. Le Gulf Stream. Ouais, le Gulf Stream. Ça s'appelait Golfstrom, en fait, en allemand. Hein. Donc c'était une traduction de Gulf Stream. Et à partir de ce moment-là, c'était toujours un courant qui était porteur pour la marque Volkswagen. Donc ils étaient partis sur ce mot dès le départ. D'accord, parce que c'est un courant qui traverse l'Atlantique, donc c'était la liaison en fait entre l'Europe et l'Amérique, c'était ça? Exactement. Ah, c'est joli. L'Atlantique Nord est responsable du climat tempéré, on va dire, de l'Europe de l'Ouest. Très beau symbole. Alors juste pour nos amis qui nous rejoignent, c'est parce qu'on fête les 50 ans de la Golf. En fait, c'était le 29 mars, donc c'était la semaine dernière, que la première Golf est sortie de l'usine. On a des images d'ailleurs d'époque, oui. Parce que vous étiez déjà là. J'étais déjà là, j'avais fait. Alors, la Golf, combien de générations, Philippe, aujourd'hui? On en est à la 8e, mais la 8e qui va continuer, hein, heureusement. Ça va perdurer chez nous, parce que c'est quand même un modèle très important pour Volkswagen. Iconique. Mais disons que sur ces 8 ans, il y a quand même des évolutions stylistiques qui ont évolué, à la différence de la Coque, qui avait quasiment pas bougé avec autant d'années. Alors, la Golf qui remplace la coccinelle, c'est tout le contraire de la coccinelle. La coccinelle avec des ailes larges, elle est généreuse, avec le moteur à l'arrière, refroidi par air. La Golf, le moteur à l'avant, traction, une forme qui est due d'ailleurs à qui? Un bureau de style italien, c'est ça? Exactement, oui, parce qu'on a, quand on a voulu refaire en fait le produit, on cherchait un petit peu, on était un peu perdu parce que la coccinelle était un modèle qui avait très bien fonctionné, mais en Europe, il y avait aussi des concurrents rudes, qui étaient Ford et Opel. Il fallait qu'on refasse, retravailler l'esthétique complète du produit. Et c'est un designer italien, Giugiaro, qui a refait entièrement le design et qui est parti. Alors, il était très, très design cubique. Donc, cette voiture est arrivée avec une forme qui était révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait connu chez nous, tout arrondi. Et en fait, elle avait de grosses qualités qui étaient essentiellement le haillon arrière, qui était déjà une nouveauté, un moteur à l'avant, des nouveaux trains roulants, et la voiture a tout de suite énormément plu en termes de compacité à l'ensemble des clients. Ouais. Et puis il y a eu en 74 apparition de cette Golf première génération, et un tout petit peu plus tard, et là on va en parler aussi avec Eric, apparition d'une voiture qui a créé un mythe, qui a même créé une catégorie, c'est la GTI. Exactement. La GTI, c'était vraiment, pour parler de la voiture de sport, le début de la voiture de sport chez Volkswagen. On n'avait jamais osé faire ça dans une Cox, on l'a fait sur une Golf. Le marché aussi était porteur, puisqu'il y avait à l'époque, il y avait des Opel Kadett, etc., qui arrivaient, des voitures assez aussi performantes. Il fallait à tout prix que Volkswagen montre aussi sa capacité à répondre à ce nouveau marché. Moteur 1600 cm3, 110 chevaux à l'époque, c'était la référence. Celui qui avait une Golf GTI, c'était le roi du monde. C'était le roi du pétrole. On a alors ceux qui nous regardent sur la page Facebook ou YouTube, il y a des images de la Golf GTI. Et Eric, vous roulez vous en Golf GTI depuis 2015. Elle est de quelle couleur la vôtre? Elle est noire. C'est ce qu'on avait à l'écran. On avait un Golf GTI noir à l'écran. Depuis 2015, mais c'est modèle 81. Ah voilà, modèle 81. Waouh, modèle 81. Là. Alors racontez-nous la Golf GTI. Pour vous, ça représente quoi? Et pourquoi vous avez racheté une Golf GTI? Alors il faut juste. Je vais pas vous demander votre âge. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il faut vous rappeler que vous habitez dans le Luberon et vous êtes restaurateur de véhicules de collection, d'où votre présence avec nous aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une voiture qui a une bonne bouille. J'ai toujours bien aimé les Golf. En fait, j'en ai jamais eu avant. Et elle avait une bonne bouille. Et j'ai eu l'occasion de racheter à pas cher une Golf GTI en très bon état. J'ai fait aucun frais dessus. Elle roule, elle démarre. Là, j'ai fait 300 km hier avec, nickel.
Et c'est vachement sympa de rouler avec. Les gens se retournent, même malgré le fait que ce soit une voiture qui est assez discrète de look. Mais les gens se retournent, ils font des gestes, ils ont le sourire et tout, et c'est vachement agréable, quoi. Je peux vous poser une question, messieurs, à tous, hein, c'est-à-dire autant à vous, Eric, que à notre invité Philippe Andjian, qui est entre autres spécialiste Volkswagen, puisqu'il travaille entre autres pour Volkswagen, et puis pour tous ceux qui nous écoutent, et à vous aussi, l'ami Jean-Luc, qu'est-ce qui vous a fait craquer dans cette Golf quand vous avez eu envie d'en avoir une? C'était son côté physique, enfin son design, c'était son moteur, c'était quoi exactement? Au départ, c'est le look, et puis le moteur. J'avais eu une Golf 2 GTI avant, et j'adorais le moteur et la boîte, qui sont très coupleux, très agréables à conduire. Et j'avais dit, dans une Golf 1, ça doit être encore mieux. Et il est passé un peu de temps, et puis après, voilà, l'occasion a fait le larron, et j'ai craqué, et j'adore cette voiture, en fait. Et toi, Jean-Luc ? On va demander. Alors, moi, quand j'avais pas mon permis, mais on partait au ski avec un copain qui était plus âgé, qui avait une Golf GTI. Et maintenant, il y a prescription, donc je peux le dire. Maman, bouge-toi les oreilles. Mais sur l'autoroute, j'avais fait des photos du compteur qui était à 220, quoi. Donc c'était complètement dingue pour une voiture comme ça, quoi. Ça marche d'enfer sur l'autoroute. Hier, j'ai doublé des gens sans rétrograder en 5e. Je suis monté à 160. Avec votre Golf? Avec la vôtre? 160 sur circuit, évidemment, Eric. Oui, non, attention, là, on va se faire taper sur les doigts. Comme le compteur est faux, de toute façon, ça fait pas beaucoup. Et vous, Philippe? Pas beaucoup d'écart. Moi, en fait, le principe de cette voiture, c'est surtout un rapport performance et poids. Hein. C'est ça qui est impressionnant. C'est qu'à l'époque, les voitures avaient 800 kilos pour 110 chevaux. Le rapport poids-puissance était tout à fait honorable. Donc, les voitures qui, en même temps, avaient des consommations extrêmement intéressantes. Hein. C'était aussi le faire-valoir de la Golf, hein, parce qu'on travaille toujours pour être efficient au maximum sur le produit. Et la voiture était fiable. Donc c'est ça qui a permis on avait les premières injections mécaniques, c'était extrêmement fiable. Et à partir de là, la voiture, elle a tout de suite plu à une grande clientèle. Ça se voit. Puis même sur la page Facebook de Sud Radio, on va faire une pause. On revient. Ne bougez pas. Restez avec nous. Mais on a Stéphane qui dit que ça bombardait bien la Golf 1. Sully qui dit j'avais la Golf 1 GLS. Enfin, voilà, ça réveille des souvenirs chez tout le monde. Allez, une pause. Et on reparle des 50 ans de la Golf. On parlera du cabriolet aussi. Avec nos invités qui sont là. Eric, qui est entre autres, lui, qui répare les véhicules de collection, restaurateur exactement, et Philippe Andjian, qui est le responsable du parc presse Volkswagen, voilà, qui est en plus, vous l'avez compris, puisqu'il tutoie l'ami Jean-Luc, un pote de Jean-Luc. Voilà, c'est une histoire d'amour, les bagnoles, et d'amitié. À tout de suite sur Sud Radio. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on continue de parler des 50 ans de la Golf avec nos invités, entre autres Eric, qui est restaurateur de véhicules de collection et propriétaire d'une Golf, mais également avec Philippe Andjian, qui est attaché de presse, mais surtout qui est responsable du parc presse de Volkswagen, et avec l'ami Jean-Luc, qui est passionné de cette Golf. Toi aussi, t'as adoré. Hein. J'ai une question pour Eric, parce que Eric m'a mis, j'ai aussi une 205 GTI. Parce que, évidemment, la 205 GTI, quand elle est arrivée, a un peu bousculé la Golf GTI. Moi, j'étais fan de celle-là. Alors, à conduire, puisque vous avez les deux, la question, c'est laquelle vous préférez, Eric? Philippe va se boucher les oreilles. Moi, je préfère la Golf. Ah, vous préférez la Golf? Ah bah alors... Pourquoi? Pourquoi, tiens? Parce que les moteurs, il n'y a pas une... La Golf, il y a plus de couple à bas régime, ce qui correspond plus à ma manière de conduire, en fait. Le moteur de la 205, c'est une 1,6 litre, il est beaucoup plus rageur, mais il faut aller chercher vraiment dans les tours. Et après, toute la finition intérieure, au niveau de la boîte de vitesse, ça vieillit moins bien sur la Peugeot. Et puis tout l'intérieur est beaucoup. Moi, je trouve qu'il est plus joli sur la Golf par rapport à son âge. Maintenant, les couleurs sont plus chatoyantes sur la 205. D'accord. C'est vrai. Mais en termes de comportement, la 205, faut vraiment aller chercher dans les tours pour avoir du couple. Alors que la Golf, on a un peu plus de couple à bas régime, c'est plus agréable. Mais après, c'est complètement subjectif. C'est une 1600 votre Golf GTI ou c'est une 1800? Non, c'est une 1600. C'est une 1600. C'est une 1600 boîte 5. Philippe, aujourd'hui, alors on va revenir à la Golf première génération. Est-ce que c'est un bon achat? Est-ce qu'on en trouve facilement? Qu'est-ce qu'il faut vérifier si demain je veux m'acheter une Golf? Et après, on prendra le cas particulier de la GTI. Alors, la Golf par elle-même, en termes de mécanique, c'est relativement simple. Hein. Jusqu'à mon avis, où est arrivé l'électronique, mais tout ce qui était cage-électronique, ça reste de la mécanique relativement simple. Alors, cage-électronique, c'est le système d'injection mécanique qu'il y avait sur les premières. Exactement.
Exactement. Alors bien sûr, on a eu quand même des points de rouille sur ces voitures-là, puisqu'on avait des habillages de passage de roues en plastique, c'est qui entourait la partie aile et autres. Et là, ça retenait un peu la boue. Donc à partir de là, on peut avoir des perforations dans cet endroit-là. On a les jupes avant, les jupes arrière, avec les chocs, les petits à-coups, etc., qui peuvent travailler. Mais sinon, après, la seule chose à bien vérifier sur tout ce type de voiture, c'est les sous-bassements, parce que bien entendu, s'il y a des points perforants sur la partie châssis, on aura des problèmes pour la passer en homologation après derrière en termes de contrôles techniques. C'est tout ça qui sera vigilant. En termes de moteur, les pièces existent encore. On a encore l'avantage d'avoir des pièces même refabriquées, puisque ça fait partie aussi de l'ADN de Volkswagen, de continuer à faire perdurer des pièces qui ont disparu. Donc on a des pièces qui sont encore disponibles, les cours de distribution, les pompes et autres, on peut trouver facilement encore. D'accord. Donc, et qu'est-ce que vous me conseilleriez si moi je voulais acheter une Golf? Alors on n'a pas parlé du cabriolet, parce que là je vois on a des images du cabriolet, on va en parler juste après, mais restons sur la GTI première génération. Une GTI première génération, le bon achat, ça serait quoi, Philippe? Alors en fait, il y a la cote aussi qui arrive derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on trouvait une Golf 1 au Tinger, alors pourquoi je parle de Tinger? Parce que ça reste quand même une voiture qui était le premier soupape sur la Golf, qui avait été importé même par Volkswagen Group France au départ, puisque c'était un préparateur à l'origine de Tinger. Oui. Voilà, et bon, ces voitures-là prennent des cotes, parce que ça reste des voitures à très faible exemplaire. Mais si jamais on veut quelque chose de fiable, le 1600 était parfait, et après il y a eu le 1800 qui était encore plus costaud. Voilà, donc c'est ces deux moteurs-là qu'on peut viser. Mais je dirais que sur l'ensemble des produits, c'est quand même des voitures où il y a eu des séries limitées qui prennent des cotes importantes. Maintenant, en termes de plaisir et de pouvoir trouver quelque chose d'abordable, une Golf avec des petits feux, quand j'en disais un petit feu, à l'arrière, avant, il y avait 2 types de feux sur la Golf première génération. On avait des tout petits feux carrés et puis des rectangles à la fin. Alors, celle-là, c'est plus facile encore à trouver, on trouve encore des bonnes affaires. Donc voilà, je pense que c'est ce genre de produit qu'on trouvera encore sur le marché abordable. Oui, que bonnes affaires, c'est quoi? Alors une Golf GTI, j'ai regardé un petit peu les prix, c'est aux alentours de 20 000 € si on en veut une en bon état. C'est ça? Voilà, exactement. Quand je dis bonne affaire, c'est que le marché de l'automobile d'occasion, automatiquement, si la voiture est bien entretenue, bien restaurée, dans son jus, parce que c'est souvent ce qu'on cherche, les cotes elles tournent autour de 20 000 €. Ouais. Eric, vous qui êtes un pro justement de l'automobile, puisque vous êtes restaurateur de véhicules de collection, l'entretien de la Golf, c'est compliqué, c'est simple, ça se fait comment? Non, c'est super simple. C'est super simple. Il y a vraiment de la place pour bouger pour mettre les mains dans le moteur. Et puis c'est super fiable. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je l'ai. Mis à part la distribution, la seule panne que j'ai eue, c'est le régulateur d'alternateur. D'accord. Autrement, c'est vrai vraiment rien à faire. C'était pratique pour les techniciens de pouvoir travailler dans la Golf. Il y avait de la place tout autour. La 205. Ah oui, il y a de la place, je pense. Ouais. Tout à fait, ouais. 37 millions d'exemplaires quand même de Golf vendus, c'est 50 ans. C'est juste énorme. J'avais dit, tiens, on va parler. Il y a le cabriolet qui est sorti donc sur la série 1 et qui lui a duré même plus longtemps. Quand la série 2 est sortie, c'était toujours la même forme. Philippe. Oui, en fait, c'est un véhicule qui a perduré jusqu'à 93 environ. D'accord, c'était la fin de cette forme. Mais en fait, elle a évolué dans les technologies, mais elle a gardé le même design. Après est arrivé, bien entendu, les toutes dernières Golf à partir de la 6 qu'on a eu en cabriolet, Golf 5 les aussi. Mais c'est des voitures qui n'ont pas gardé le même, je dirais, atout que les toutes premières générations, qui étaient, encore une fois, la Golf qu'on connaissait dès le départ. La Golf la plus puissante aujourd'hui, la dernière génération, elle fait combien de chevaux? 333 chevaux, c'était la toute dernière version. 333, on est passé de 110 à 333, la version sport au début, 110 chevaux, maintenant 333 chevaux. Elle a doublé son poids aussi. Ouais, elle a doublé, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que les sécurités sont partout sur le véhicule, mais le poids augmente et les performances aussi ont augmenté aussi, et la sécurité de la voiture aussi. Ouais. Alors j'ai quand même une question piège, parce qu'on a compris au début on a compris au début que Golf, c'était en référence à Gulfstream. Mais pourquoi est-ce que le pommeau de vitesse, il a la forme d'une balle de golf? J'adorais, ouais. En fait, il n'était pas sur toutes les versions. Sur la GTI, il est comme ça. Ouais. Voilà. Donc il y avait une relation avec le sport. Voilà. Donc là, le mot golf parlait plus en Europe en termes de sport que de Gulfstream. D'accord. Et le pommeau était vraiment apparu sur la Golf GTI. Et puis il y avait un loup sur le volant. Il y avait une icône sur les vieilles Golf, comme un loup qui hurlait. Le Wolfsburg, il n'y avait pas quelque chose comme ça?
sur certains volants. Les armes de Wolfsburg. C'est le logo. Ouais. C'est le logo de Wolfsburg, exactement. Ouais, moi je me souviens de ça. Ouais. Elle est toujours fabriquée à Wolfsburg, la Golf, aujourd'hui. En effet, oui. Ouais, d'où le loup sur le volant, l'icône, je me souviens de ça, moi, parce que j'avais un cousin qui avait ça. C'est une bonne mémoire. J'avais roulé un petit moment avec. Surtout mon cousin, en fait. D'un seul coup, ça m'est revenu, là, ça m'a tilté. Bon, super, messieurs, super d'avoir partagé votre passion. Bon, moi j'irai. En plus, je crois c'est au mois de juin, il y a une petite visite à Wolfsburg qui est organisée pour tester toutes les générations de golf. Donc j'irai là-bas et puis on sera. Ça va être message particulier pour Philippe Anjan. Laurence est libre. Laurence est disponible pour venir également. On vous embrasse tous les deux. Laurence. Non mais sérieux, je compte sur vous. Merci. On va retenir ça. Merci à vous. Avec plaisir. Merci Eric beaucoup. Et puis profitez bien de cette golf. Eric beaucoup, donc c'est son nom de famille. Eric beaucoup. Merci beaucoup Eric. Et puis profitez bien, mais il a plein d'autres voitures. Donc Eric, à l'occasion, je garde vos coordonnées. Et puis quand on va reparler et puis il y a une 205 GTI. Et puis Eric, on va faire un peu de pub. Vous êtes restaurateur de véhicules anciens, de collection. On peut venir vous voir dans le Luberon alors? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et on peut vous trouver sur Internet facilement, je crois. Ouais, c'est Passion Auto Légende. Passion Auto Légende. Eh ben, muy bien. C'est dans le Luberon où on fait aussi du très bon foie gras et de la truffe et du vin évidemment. On vous embrasse tous les deux. Allez, à suivre, on va parler des Awards de l'automobile. On va accueillir Lionel Robert et puis on terminera notre rendez-vous avec Xavier. Et Xavier qui aimerait bien changer de voiture. Voilà, on verra ça avec lui aussi. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et l'ouverture des inscriptions officielles a eu lieu depuis le 1er avril de cette année. Il n'y a pas longtemps, c'était pas un beau poisson, même si on a une jolie prise sur Sud Radio aujourd'hui. Bonjour Lionel Robert. Merci pour la prise. Oui, merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous. Organisateur des Awards de l'automobile 2024. Donc Sud Radio est partenaire. Voilà, 7e édition quand même. Bravo. Oh là là, ça fait autant de temps que ça. Oui, le temps passe. Alors on disait avec Jean-Luc hors antenne, Lionel, on disait hors antenne avec Jean-Luc que vous étiez un homme exceptionnel parce que d'abord l'événement est extrêmement bien fait et que ça fait 7 ans que vous le tenez à bout de bras. Bravo. Merci. Voilà. On vous enverra la facture après, évidemment. J'espère qu'il va durer un petit peu plus longtemps que 7 ans. Oui, mais il a atteint l'âge de raison maintenant. Non, mais en plus, à chaque fois, chaque année, il y a un challenge à remplir. L'objectif est plus ambitieux chaque année. L'année dernière, c'était quoi? 53 marques qui étaient présentes. L'objectif cette année. Marques, 42 constructeurs, 11 équipementiers. Ça va être dur de faire plus cette année, parce qu'il commence à être pratiquement. Il va falloir inventer des nouveaux constructeurs. Cela dit, il y en a des nouveaux constructeurs qui arrivent sur le marché français. Malheureusement, ils sont pas européens, ils arrivent de Chine, mais c'est des gens qui vont prendre part de plus en plus. L'année dernière, vous aviez 2 constructeurs chinois, c'est ça? Oui, déjà MG Motor et BYD étaient là. Ils ont reconduit leur inscription cette année. On discute avec Zeekr cette année. Peut-être participeront-ils. Ils arrivent sur le marché français également bientôt. Oui, c'est vrai que ça fait de nouveaux acteurs effectivement et que ça révolutionne un petit peu le paysage. Alors pour les nouveaux auditeurs, on parle sur Sud Radio, qui ne savent pas ce que c'est que les Awards, on explique ça en détail? Mais comment ça? Des gens ne connaissent pas encore les Automobiles Awards? Il y a comme des gens qui écoutent Sud Radio pour la première fois. Vous savez, tout est une histoire de première fois dans la vie. Vous savez, il y a des extraterrestres qui sont peut-être arrivés sur notre planète et qui ne sont pas au courant encore. Alors, pour les extraterrestres, effectivement, les Automobiles Awards, c'est un événement qui récompense chaque année les constructeurs et les équipementiers les plus innovants de l'année. C'est un petit peu les Césars ou les Oscars de l'automobile, on va dire. Et ça donne lieu à une très très belle cérémonie qui se déroule à l'Automobile Club de France au mois de décembre. Et il y a une vingtaine de catégories, en gros, qui sont à peu près récompensées chaque année. Donc, qui balayent à peu près tout le spectre automobile, on va dire, du moment. Et pour lesquels les gens sont invités à voter. Alors, le grand public. Il y a un jury de professionnels d'une part, et il y a aussi des votes du grand public. Exactement, il y a un jury à parité homme-femme, donc j'insiste toujours là-dessus parce que je pense que c'est le seul du secteur automobile encore à ce jour, donc qui détermine effectivement les vainqueurs dans la plupart des catégories. Et puis il y a le Grand Prix, ça c'est la voiture préférée des Français, et là c'est le public
qui est appelé à voter sur le site automobileaward.com au mois d'octobre. D'accord, seulement au mois d'octobre. Pour le moment, ça sert à rien d'aller sur le site, on ne peut pas voter pour le moment. Non, on peut découvrir ce à quoi ressemble l'événement. J'insiste aussi sur le fait que c'est un événement en fait un peu particulier, dans le sens où ce sont les marques qui candidatent. Ce n'est pas un jury qui détermine qui peut potentiellement participer je dirais à la compétition. Ce sont véritablement les marques qui candidatent dans chaque catégorie et donc qui désignent ceux qu'ils estiment être les meilleurs modèles pour participer dans telle ou telle catégorie. Bon, on en est au tout début donc de ces awards. Est-ce qu'il y a depuis le début de l'année. Il faut savoir que, évidemment, chaque année, l'événement récompense les meilleurs de l'année. Donc, évidemment, ce seront les meilleurs élèves de 2024 qui seront récompensés en décembre. On a déjà eu quand même pas mal de voitures révélées, ou simplement présentées, ou déjà essayées, qui font déjà figure de potentiels favorites. Ouais, on en cite quelques-unes ? Oui, on en cite quelques-unes. Il y a le véhicule mondial de l'année. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, il faut en parler quand même. Parce qu'il y a une voiture au niveau mondial qui a été élue voiture de l'année mondiale. Mondial. Voilà. Ok. Exactement, la voiture mondiale de l'année, tout à fait, c'est la Kia EV9. Donc cette voiture est commercialisée en France depuis quelques temps déjà. Un gros SUV très premium. Alors, Lionel, un très gros SUV, pas un gros SUV, un très gros SUV. C'est un camion énorme. Voilà. Un peu plus de 5 mètres, même si maintenant, vous savez, 5 mètres, ça commence presque à devenir un peu banal chez certains, mais effectivement, il dépasse les 5 mètres, ce véhicule, et alors il est bourré de haute technologie. C'est un véhicule très très réussi, qui n'est effectivement pas particulièrement adapté au marché français, de par son gabarit et son tarif. Pas du tout, même. Surtout à Paris, il va trouver sa place. Hidalgo va adorer. Mais 100% électrique, on l'a pas dit, 100% électrique. Oui, 100% électrique, avec cette technologie, vous savez, V2L, donc en clair, le véhicule peut redistribuer l'énergie de sa batterie dans la maison, n'importe quelle, exactement, la maison ou votre ordinateur ou je ne sais pas, votre cafetière. Enfin bon, ça c'est quand même étonnant et ça va être de plus en plus utile, on le sait. Donc ce véhicule, oui, effectivement, pourrait, pourquoi pas, séduire peut-être la catégorie art de vivre, parce que on s'y sent vraiment très bien, et pour voyager, c'est un vrai bonheur. Hyper confortable. C'est étonnant, étonnant de confort, mais par contre c'est une armoire normande. Donc, dans le paysage automobile français. Qu'est-ce que vous avez contre les armoires normandes ? Non, dans le paysage automobile français, c'est un peu incongru, voilà. Alors, plus en adéquation avec le panorama automobile européen, on a la voiture européenne de l'année, qui est quand même une prétendante sérieuse. Oui, complètement. Le Renault Scénic, qui donc devient désormais 100% électrique, donc qui s'appelle e-tech désormais, et que j'ai eu l'occasion d'essayer assez récemment là dans le sud de l'Espagne, et qui est un véhicule particulièrement réussi et étonnant d'abord par l'autonomie affichée, puisqu'on est au-delà des 600 km, ce qui reste quand même encore assez rare parmi les véhicules électriques proposés aujourd'hui, et qui a tout, lui, pour le coup, pour séduire et pour remporter la catégorie véhicule électrique de l'année. Oui, alors sur le véhicule préféré j'allais dire des auditeurs, c'est pas les auditeurs, ça sera pas les auditeurs. Entre autres, les auditeurs, il va avoir de la concurrence avec un autre modèle de chez Renault qui va arriver, qui est beaucoup plus petite et qui est, alors là, pour le coup, vachement sexy et qui fait jouer un peu la fibre nostalgique. Qui a un petit côté iconique, effectivement. La Renault 5 qui a été révélée au Salon de Genève et qui sera commercialisée là, à la rentrée de septembre. Là, on est vraiment sur le véhicule, alors, déjà beaucoup plus abordable, même si les premières versions seront quand même assez chères, parce que Renault nous servira d'abord les versions les plus haut de gamme, donc on sera au-delà de 30 000 € hors bonus quand même pour ce premier véhicule, mais j'avoue que la voiture est vraiment très réussie sur le plan esthétique, et que tous ceux qui ont pu rouler un jour en Renault 5 ou au volant, ils vont avoir un petit pincement, seront forcément séduits par l'auto, bien sûr. Bon, nous, de toute façon, on va suivre les awards comme on le fait régulièrement sur Sud Radio. On fait régulièrement un point avec Lionel. Et là, ça vient de commencer. Il y a un modèle intéressant, ce sera l'essai de la semaine prochaine, c'est le Lexus LBX. C'est, en fait, les constructeurs montent toujours en gamme, c'est des voitures toujours plus grandes. Lexus a décidé de faire le contraire. C'est un constructeur premium qui fait un SUV compact, et ce sera l'essai de la semaine prochaine. Bon, super.
un prétendant aussi pour les awards. Et puis on sait à quel point notre ami Jean-Luc n'aime pas du tout cette marque, hein, évidemment. Donc c'est une des marques préférées de l'ami Jean-Luc. Allez, merci beaucoup Lionel Robert. Merci Lionel. On se tient au courant régulièrement. Vous savez que vous avez votre place dans l'émission. À bientôt. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et nous allons tout de suite accueillir une dame, c'est Marie qui nous rejoint pour nous parler de son choix d'automobile. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. J'adore votre soleil que vous avez dans la voix. Ah, vous avez mis Xavier de côté alors ? Non, c'est son nom de famille. D'accord. Voilà. Des fois, c'est moi qui me fais avoir et là, c'est Jean-Luc qui s'est fait avoir. Pardon. Là, je me suis bien fait avoir. Non, parce que heureusement, pour être honnête avec vous, Marie et tous ceux qui nous écoutent, Aude qui est au standard et Julien qui réalise me disent dans l'oreillette, attention Laurent, enfin dans le casque, c'est Marie le prénom, Xavier c'est son nom de famille. Bon allez, on vous écoute. Alors, nous on a un vieux Petit Cruiser, un vieux Chrysler qui a 22 ans. Oh. Donc nous avons été très contents. Bah ouais, bon, le truc c'est que ça consomme un peu, hein, c'est ça. Il est quoi ? Il est diesel ou il est essence ? Non, essence. Essence, avec le 2 litres 2 C'est 2 litres. 2 litres, ah ouais. Et vous voulez changer ? Et vous savez quoi, je l'avais essayé alors. Il est arrivé au bout. Je vous raconte ma vie, mais je l'avais essayé en Californie, ce truc-là. Il y a combien de temps ? Il y a 25 ans, je crois. C'était génial, ça. Ouais, voilà, c'était... Et vous avez aimé ? À l'époque, ouais, j'avais beaucoup aimé parce que la ligne de la voiture, ça ressemble à un véhicule des années 30. Ça avait une ligne vraiment complètement atypique. Ça tenait très bien la route, mais c'est vrai que le moteur est un peu gourmand. Bon. Et là, il est arrivé au bout, vous dites, Marie ? Il arrive au bout, il a 280 000 kilomètres, toujours très content, hein, bonne voiture, effectivement un peu gourmande. Mais bon. Alors du coup, vous voulez quoi ? Alors, on hésite en fait entre un Audi Q3, on a essayé en location un Lynk & Co 01 là, en hybride, et peut-être un Mazda CX-5. D'accord. Sachant qu'on privilégie le confort et puis bon, peut-être un peu moins gourmand en essence, en carburant. Ouais. Votre budget, c'est quoi ? Alors 20-25 en occasion, bien sûr. Hein. Ouais, d'accord. C'est bien déjà. Mais sur un Q3, ça va être parce que le Q3, il est intéressant à partir du moment où on prend l'hybride rechargeable, mais ça va être cher parce que c'est un véhicule ça va être 15 000 € plus cher au départ que le Lynk & Co pour des mêmes performances similaires. Hein. Donc, on est sur deux véhicules qui sont équivalents. Donc, en occasion, vous ne pourrez pas trouver un Q3. Et puis après, vous savez, la politique d'Audi en matière d'options fait que vous vous retrouvez avec des voitures qui, des fois, sont extrêmement chères. Alors, pour revenir sur le Lynk & Co 01, vous avez roulé avec. Donc déjà, alors, moi, le principal défaut que je trouve à cette voiture, je la trouve un peu ferme. Voilà. Mais ça va. Mais par rapport au Petit Cruiser, c'est à peu près pareil. Donc, en revanche, alors, la considérez pas comme une voiture chinoise. C'est une voiture chinoise. Ça fait partie du groupe Geely. Mais en gros, c'est une Volvo XC40 hybride rechargeable avec une carrosserie un peu différente. Voilà. C'est comme ça qu'il faut. Qu'il faut la vendre. Ouais, c'est super bien équipé dès le départ. C'est le gros avantage de cette voiture-là. Vous avez une batterie qui est quand même assez généreuse, 14,1 kWh. Moi, j'ai fait... Alors, c'est vendu pour 69 km en tout électrique en homologation. Moi, j'ai réellement fait 55 km. Donc, la promesse, elle est pas loin d'être tenue. C'est un véhicule qui, si vous avez des moyens pour recharger, parce que l'hybride rechargeable... Vous avez vu, est un peu dans le collimateur, alors même pas du gouvernement français, mais carrément des instances européennes, parce que c'est vrai qu'entre les chiffres d'homologation, où on vous annonce des fois des consommations d'1,5 litre, et la réalité où vous êtes à 7-8 litres quand vous êtes en hybride, ça fait de sacrées différences. Donc ça n'a d'intérêt que si réellement on a les moyens de charger. Si vous avez des moyens de charger, moi je trouve que c'est un bon choix. Hein. Oui, alors bon, aujourd'hui on n'a pas de chargeur, mais bon, pourquoi pas. Non, mais vous faites installer une prise renforcée, ça suffit. Si vous êtes en maison individuelle, c'était ça ma question. Oui, tout à fait. Oui. Ne faites surtout pas ce qu'un des voisins de Jean-Luc a fait. Tu m'as montré la photo, raconte, parce que là, franchement...
Ouais, le gars, il a branché sa voiture électrique en faisant traverser une rallonge dans la rue et en branchant sur une prise sur une multiprise alors qu'il pleut à l'extérieur. C'est complètement dingue. Faire installer la prise dont tu parles, c'est pas. Donc faites installer une prise renforcée, ça coûte pas extrêmement cher. Je vous dis, c'est un bon choix. Si vous rechargez tous les jours, vous serez à des consos qui vont être entre 3 et 4 litres au 100 km, donc c'est intéressant. Et puis vous avez un engin qui marche. Oui. Quand les deux moteurs sont en route en même temps, ça fait 261 chevaux. Ouais, je sais pas dans quelle région vous êtes? À Toulouse. Ah, Toulouse. C'est chouette. Ouais, en plus, dans le coin, il y a des trucs qui montent et qui descendent à côté. Non, c'est bien. Moi, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Qui a un tarif qui est plutôt très intéressant. On parlait du Volvo tout à l'heure, XC40 hybride rechargeable. C'est la même voiture mais moins chère. Donc en occasion, avec votre budget, 25 000, ça doit passer sans problème. En plus, vous avez vu, il y a un système qui permet, quand vous n'utilisez pas votre voiture, éventuellement de la louer par un intermédiaire directement. Alors non, ça on n'a pas vu. On l'avait en location pendant 5-6 jours et on n'a même pas eu à la recharger pendant ce délai. Oui, vous roulez pas beaucoup alors? On avait roulé, mais bon. Enfin, en tout cas, on l'a pas rechargé. On avait refait le plein d'essence, mais bon, pas de recharge. C'est dommage, parce que en fait, vous profitez pas de la totalité de la voiture si vous la rechargez pas. Mais c'était la première fois qu'on avait une hybride et honnêtement, on l'a eu en location, on nous a donné les clés, on est parti. Ah oui, ils nous ont rien expliqué. Voilà. Mais en tout cas, ça vous a plu. Vous allez voir, si on la recharge, c'est beaucoup mieux. Bon, en plus, après, vous avez, je m'étais bien marré avec cette voiture parce que vous avez un système de reconnaissance vocale qui marche pas mal et on peut lui poser des questions. Je me souviens, je lui ai demandé quel temps il fait et il m'avait dit, mettez la main dehors, si elle est mouillée, c'est qu'il pleut, si vous avez froid, c'est qu'il neige. Enfin voilà, ça veut dire qu'ils ont travaillé à partir du moment où le système a de l'humour, ça veut dire qu'ils sont quand même allés assez loin dans la réflexion. Donc on peut s'en servir. Il y a assez peu, je tiens à le dire, parce que j'essaie des voitures toutes les semaines, il y a assez peu de systèmes qui sont vraiment très efficaces. Comme ça, et celui-là, il l'est. Bon, super. Voilà. Bon. Marie, vous avez... rapidement, il me reste 10 secondes. CX5 ou Oui. Alors là, vous êtes plus sur de l'hybride rechargeable, c'est ça la différence? Oui, c'est pas pour le même tarif, ça sera plus puissant, mieux et ça consommera moins si vous le rechargez. De prendre un Lynk & Co. Bon, prenez ça. Allez Marie, on vous embrasse. Merci. On vous souhaite un bon week-end. Merci Marie, et désolé pour la méprise au départ. Du côté de Toulouse. Pas de souci. J'embrasse une partie de ma famille qui est là-bas en ce moment. Tiens, allez. Allez, à suivre sur le super programme de Sud Radio. Il y a bien sûr l'émission des passionnés de vin avec Inveno et l'équipe d'Alain Marty. Et puis il y aura des stands femmes à 13h30. Et puis à partir de 16h, on a un Sud Radio Rugby avec François Trio et Alexandre Priam, puisque ce sont les Champions Cup cet après-midi. Donc on y va. Il y a Lyon qui rencontre les Blue Bulls, La Rochelle contre les Stormers et Bordeaux-Bègles contre Saracens. Tout ça pour le plus grand bonheur des amoureux du rugby. Ciao l'ami Jean-Luc. On se retrouve la semaine prochaine. On se trouve. Mais donc on va chercher avant alors. Ouais. Bon, alors, on se cherche et on se trouve. Allez, auf Wiedersehen, comme on dit chez Mini. Et puis chez Volkswagen. Oui. Merci à Aude d'avoir réalisé le standard et à Julien d'avoir réalisé l'émission. On vous embrasse. Bon week-end à tous. Sud Radio, on parle auto. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. Bosch Car Service.